Rédé, bienvenue au Moyen-Âge. Bonjour les amis, c'est Ricardus Alinquitar pour La chaîne des temps, donc l'émission de Rédé, bienvenue au Moyen-Âge, qui s'attache à comprendre les mécanismes passés qui ont donc des répercussions dans nos sociétés présentes. Aujourd'hui, le point sur les Chartreux ou l'ordre de Saint-Bruno. On va faire comme ça différents points sur les ordres monastiques, entre autres, dans notre voyage au Moyen-Âge. Donc, l'ordre chartreux a été fondé donc par Saint Bruno dit de Cologne ou Saint Bruno dit le Chartreux dans la toute dernière moitié du XIe siècle. Saint Bruno, lui, a vécu environ entre 1030 et les toutes premières années du XIIe siècle. C'était donc un Allemand originaire de Cologne. Alors on en sait assez peu sur lui. On a quelques écrits qui parlent de lui. C'est assez hypothétique, tout ce que je vais vous dire plus ou moins sur lui. Donc il aurait été chanoine de Reims. Puis donc il aurait été en lien avec le fameux Robert de Molesme. Une époque, à la fin du XIe siècle, de réforme monastique. Une réforme qu'on voulait donc plus proche de la règle originaire de Saint Benoît, parce que certains moines, donc bénédictins, avant tous ces petits mondes étaient bénédictins, il n'y avait que les bénédictins, il faut comprendre ça. L'ordre de Saint Benoît avait essaimé partout, c'était le premier grand ordre monastique, et tous à l'origine, au Moyen-Âge, se rattachaient quasiment à l'ordre de Saint Benoît. Il y avait des augustiniens, des chanoines, donc selon la règle de Saint Augustin, mais la grande majorité du cénobitisme était donc bénédictin. Et donc certains accusaient Cluny d'avoir on va dire tout court, de s'être éloigné de la règle de Saint Benoît. Voilà, parce que notamment les clunisiens accordaient beaucoup de temps à la liturgie, il y avait des heures et des heures de prière ininterrompues, il y avait donc ces centaines de moines dans le chœur qui chantaient. Et donc on avait peut-être un petit peu perdu l'origine de la règle, qui voulait notamment donc accorder une place au travail manuel au moins d'un tiers de la journée. Donc il y avait un tiers de travail manuel, un tiers de prière ou de méditation qu'on appelle la lectio divina, le ressassement des textes. Et donc aussi il y a aussi tout le travail au scriptorium. Bon. Et donc, les Clunisiens avaient sans doute un peu négligé le travail, notamment au potager, le travail concret, matériel. Hein. Et donc, pour se focaliser sur le travail intellectuel et la prière. Donc ça ne va plus. Ça ne va plus parce qu'ils étaient en plus enrichis. Si vous voulez, la philosophie clunisienne, c'était notamment donc de sublimer le matériel par les ors, par la luxuriance de la liturgie, pour justement évoquer le divin, on va dire, via ou par l'aspect matériel des choses. Par exemple, oui, la lumière, les dorures, les vitraux, les calices, les vêtements liturgiques somptueux pendant la messe. Et donc ça, certains ont considéré que, il faut savoir en plus qu'on est en pleine réforme grégorienne, hein, donc la deuxième moitié du XIe siècle, et donc il fallait opérer un retour vers les origines, vers la pauvreté de l'Église apostolique des origines, et donc vers un retour plus précis, plus à la lettre de la règle. C'est exactement le même mouvement qui a motivé l'ordre des cisterciens. Hein. Bon. Et donc, l'originalité de Saint Bruno, si vous voulez, c'est de proposer un monachisme des origines, c'était en lien avec le monachisme des origines de la basse antiquité, en fait, qui s'était surtout développé en Orient, des pères du désert, en fait, des ermites, si vous voulez, qu'on appelait donc des anachorètes, voilà. Donc c'était des gens qui vivaient dans le désert seuls, à l'imitation du Christ qui avait passé 40 jours dans le désert. Entre parenthèses, on rappelle cette période pendant le carême, hein, qui dure 40 jours aussi, parce qu'eux, ils avaient consacré leur vie entière, ces anachorètes, aux jeunes. Il y en a même qui montaient sur des colonnes et qui n'en descendaient plus.
on appelait ça des stylites, et qui étaient vénérés par les populations, qui les nourrissaient, entre autres, et qui leur demandaient de prier pour eux. Donc Saint Bruno, en fait, veut adapter ce mode érémitique oriental en Occident. Voilà. Alors, jusqu'alors, en Occident, sous l'impulsion notamment de Jean Cassien et autres, si vous voulez, le monachisme, c'était un petit peu, voilà, c'était vivre seul, mais à plusieurs, en fait, c'est ça. Voilà, on vit notamment pour l'ordre de Saint-Benoît, dans un monastère, à plusieurs, voilà, on prie à plusieurs, on se tourne entièrement vers le Christ, monoïkos, voilà, on est uniquement tourné vers le Christ, mais on est en communauté à plusieurs, sous la direction d'un abbé, très important, notamment parce que l'Église catholique est une église très hiérarchisée, il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Il y avait des moines au Moyen-Âge qui étaient dits gyrovagues, qui partaient dans les campagnes, parfois pour forniquer ou pour s'adonner à la boisson. Donc Cluny notamment, et même bien avant Cluny, hein, il y a une grande discipline, notamment des moines irlandais, bon, qui ont essayé jusque sur le continent, à Luxeuil par exemple, et donc il fallait tenir ces moines, et donc il y avait des règles, tout ordre a une règle, hein, approuvée par le Saint-Siège, et donc on vivait clôturé, on ne pouvait pas sortir, voilà, et tout ça était très discipliné, voilà. On se tournait uniquement vers Dieu, on faisait la Jérusalem céleste, on priait pour nos donateurs en fait, hein. Mais voilà, on vivait à plusieurs, on travaillait à plusieurs, on mangeait à plusieurs, et si vous voulez, Saint Bruno fait un pas supplémentaire vers l'érémitisme, dans ce sens que lui dit, mes moines vivront davantage en ermite. Alors au début, il n'a pas prétention de créer un ordre, hein, donc il se pose donc dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble, d'accord, où l'archevêque lui autorise donc de fonder une petite communauté. Et si vous voulez, ils vivent donc tout seuls dans des petites cavernes ou dans des grottes, la majorité du temps, voilà. Ils prient là-dedans, dans ces grottes, ils font leur petite cuisine, ils lisent les Écritures quand ils savent le latin, et ils ne se réunissent en communauté que pour les célébrations, notamment du dimanche, la grand-messe, et pour les fêtes majeures, en fait. Donc vous voyez, c'est comme si on plaçait le curseur plus du côté de l'érémitisme que de la vie en communauté. Bien qu'il fasse communauté aussi, enfin, mais c'est dans ce mode particulier. Voilà, donc, et ça s'est traduit au fil des siècles. Donc, après, Saint Bruno part en Italie, hein, et meurt dans un monastère italien. Mais, comment dire, les monastères, après, ont quand même subi l'influence du cénobitisme de type, on va dire, voilà, clunisien ou cistercien, dans le sens qu'ils ont ils ont quitté leur grotte, voilà, il n'y avait pas un moyen de les contrôler suffisamment, voilà, ça n'allait pas au niveau du Saint-Siège, donc ils ont dit, vous allez créer des monastères, donc du nom du massif de la Chartreuse, hein, donc des Chartreuses, ça s'est appelé comme ça très vite, et donc il y a des cellules dans ces monastères avec un petit jardinet, ils ont leur lit, ils ont un poêle, et ils vivent tout le temps dans ces cellules-là, qui rappellent en fait les grottes dans lesquelles ils passaient le clair de leur temps. Et donc ils se réunissent essentiellement le dimanche pour prier ensemble dans la grande église de la Chartreuse. Donc c'est bien un monastère cloîtré, une Chartreuse, hein, seulement avec une disposition différente. Vous pouvez en visiter, voilà, vous pouvez visiter celle de la Grande Chartreuse près de Grenoble, qui est toujours, voilà, qui est le premier monastère en fait, en termes de taille. À l'origine, c'était une donation de 15 000 hectares, donc c'était immense, hein, les bois et les terres pour se retirer. En fait, le désert en Occident, ce sont la forêt, c'est les forêts, c'est les montagnes. Vous en avez une aussi très belle en Provence, le monastère de Laverne, donc près de Colobrières, dans le massif des Morts. On voit les petites cellules séparées comme ça. Voilà, donc l'Église les a quand même tirés, enfin,
pour qu'ils rentrent un peu dans le rang du cénobitisme traditionnel, tout en conservant leur particularisme, donc de vie plus séparée. Voilà, plus en lien donc avec leur origine érémitique, enfin, de vie en ermite. Et donc bien sûr, si vous voulez, il y a néanmoins par exemple des chartreux par exemple à la semaine, pour vous donner une idée de la vie pratique, hein, qui doivent par exemple distribuer la nourriture. Et ben donc ils passent dans toutes les cellules avec une sorte de petit chariot et ils distribuent donc par des trappes la nourriture à leurs frères chartreux qui leur rendent les assiettes et ils tournent comme ça. Et c'est complètement différent des ordres par exemple bénédictins ou cisterciens où vous mangez en réfectoire avec tout le monde, quoi, où on vous lit ou un passage d'une géographie, donc une vie de saint ou un texte spirituel, voilà. Là vous vivez tout le temps seul, sauf quand vous êtes de service. Donc il y a aussi les chartreux qui sont, je sais pas moi, à, qui sont à l'atelier de confection des vêtements, qui sont au potager, voilà, parce qu'il faut faire vivre toute la communauté. Il y a il y a l'accueil des visiteurs, à l'hostellerie quand ils accueillent des visiteurs, il y a la confection des articles s'ils en vendent, il y a plein de choses, hein. Vous pouvez être de service, ou aux cuisines forcément, bon voilà, toute l'organisation d'un monastère. Mais donc voilà, même quand ils travaillent, en général ils parlent pas trop, et quand ils se baladent dans la chartreuse, quand ils ont une raison de se balader, hein, souvent parce qu'ils sont de service, c'est le silence qui est appliqué, en mémoire justement, toujours pareil, de cette origine érémitique. Voilà, donc Saint Bruno a été canonisé, et donc il a fait florès. L'ordre chartreux donc s'est maintenu, notamment en Occident, hein, bah, jusqu'à nos jours, en fait, avec bien sûr la pause révolutionnaire qu'on sait. Et aujourd'hui encore, vous avez donc l'ordre carthusien, donc l'ordre des chartreux, un ordre qui relève du droit pontifical, en fait, hein. Mais vous avez aussi d'autres familles monastiques plus modernes, hein, on va dire plus contemporaines, qui se revendiquent de l'ordre de Saint-Bruno, comme l'ordre de Bethléem, comme l'ordre qui se rattache à la chartreuse de Sélignac, qui est une maison où on peut faire des retraites, en fait. Voilà, il y a différentes petites congrégations, entre autres, qui se rattachent à l'ordre carthusien et à sa tradition érémitique. Voilà, vous avez différentes chartreuses encore actives dans tout l'Occident chrétien et même ailleurs. Et donc la couleur des chartreux, bien sûr, c'est le gris, hein. Et ça a donné, par exemple, quand on voit les chats chartreux, voilà, pourquoi les chartreux? Parce qu'ils ont cette robe grise en mémoire, voilà, des moines de Saint-Bruno. Voilà, pour en savoir plus, donc là sur le sujet, il y a différents ouvrages, vous n'aurez aucun mal à en trouver. Et pour ceux qui préfèrent les films, il y a un très bon film donc, qui s'appelle Le Grand Silence. Voilà, je vais vous mettre ça en bas en sous-titre. Voilà pour ce point rapide sur les chartreux. On en fera certainement d'autres, hein, sur les bénédictins, sur les cisterciens, sur le Robert d'Arbrissel, l'ordre de Fontevraud, entre autres. Voilà. Et ben, à très vite. On se retrouve pour la série, pour la chaîne des temps, des scans politiques si besoin. On a un Tipeee, je vous rappelle, si vous voulez nous aider activement, ça sera apprécié. Et ben, je vous dis à bientôt. Pax Tibi!